On est le 24 septembre 2019 et la triple comptabilité, c'est pas nouveau en fait. Vous en aviez parlé la première fois en 2008. Oh oui, je sais pas si cette date vous parle. Là, c'était un peu la crise. Ouais, et j'ai eu cette excellente idée d'aller dire à des entrepreneurs au salon des entrepreneurs de Paris qu'on pouvait mettre dans leur bilan des coûts environnementaux et des coûts du capital. J'imagine les yeux qui s'ouvrent, voilà, donc ça de s'est quoi pas ils très nous bien parlent. passé. Voilà, donc ça date, c'est compliqué pour les chefs d'entreprise d'imaginer comment on peut à la fois se battre, parce qu'on est dans un contexte particulier de la crise financière, et en même temps, il fallait quand même s'occuper d'autres sujets environnementaux qui sont aussi des crises, des urgences que nous vivons, qu'il faut en tant que chef d'entreprise savoir apprécier. Voilà, donc 11 ans après, ça se concrétise un peu plus dans les têtes de chaque chef d'entreprise. En tout cas, ici, on le voit que ça commence à bouger. Alors, en quelques mots, la comptabilité en triple capital, qu'est-ce que c'est? Très court. Alors, d'abord, c'est né à 2 mois. Ce sont des réflexions très fortes, très profondes d'un certain nombre de chercheurs. Il y a tout un écosystème de chercheurs qui gravitent autour de ce qu'on a appelé la comptabilité en triple capital. Vous verrez que c'est un sujet beaucoup plus vaste que la notion de 3 capitaux. Et donc, ces chercheurs, dont un que je vais citer tout particulièrement, que beaucoup connaissent dans la salle, qui s'appelle Jacques Richard, qui est un professeur à Paris-Dauphine, qui a réfléchi, qui est expert comptable, et qui a réfléchi, qui est également enseignant, qui a réfléchi sur ce que pouvait être une comptabilité qui tienne compte de 2 autres capitaux, parce qu'en tant qu'expert comptable, on nous confie, quand vous nous confiez nos comptes, on s'occupe plus particulièrement de votre capital financier de départ, qu'on essaie de préserver. Voilà. Tout le monde connaît. Et l'idée de Jacques Richard a été de dire qu'il suffisait d'utiliser la mécanique comptable, qui est très bien rodée, qui est très bien conçue pour assurer la conservation du capital financier, et diriger donc cette comptabilité vers d'autres capitaux qui sont des capitaux que vous avez beaucoup évoqués aujourd'hui, le capital naturel et le capital humain. Alors moi je ne pensais pas qu'on pouvait innover en comptabilité en fait. On parlait de la valise tout à l'heure de 1970 qui a évolué vers une valise très pratique. Et donc la comptabilité, ça évolue. Ça a toujours évolué, vous savez, même quand on met de côté un instant tous les débats sur comment on évalue le capital naturel, comment on évalue le capital naturel, le capital humain, la comptabilité c'est quelque chose malgré tout qui est mouvant, qui suit la société. J'ai fait un article il y a quelques jours où je disais que c'est un outil politique qui reflète aussi une forme de consensus sur des problématiques qu'on confie à des comptables, à des experts comptables, de pouvoir appliquer. Donc oui, on peut innover, et puis là, par le passé, il y a eu des innovations, il y a eu des normes internationales, par exemple, qui ont été conçues, il y a des comptabilités, plusieurs formes de comptabilité, parce que quand on parle de comptabilité, on a tendance à réduire, on pense qu'il n'existe qu'une seule forme de comptabilité, il y en a plusieurs, et qui répondent à des problématiques diverses. D'accord. Alors, quelles entreprises aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en avance sur, on parlera de TIPCO bien évidemment, mais au niveau national, international? Oui, alors je vous parlais de chercheurs, on a lancé il y a quelques semaines une chaire de comptabilité écologique à l'UNESCO qui justement œuvre au niveau international sur ces sujets-là et qui porte une école française de la comptabilité. Et donc il y a des entreprises à travers cet écosystème qui sont en train actuellement d'expérimenter, d'autres qui sont terminées. On a quelques noms, on a notamment en PACA une grosse expérimentation en cours avec par exemple Auchan qui expérimente, qui est assez avancé sur le sujet maintenant, les groupes comme Cemex, Pernod Ricard, mais aussi des PME. Et puis je suis quand même assez content d'être là aujourd'hui parce que TIPCO a pris le sujet un tout petit peu en amont des autres, de cette expérimentation phare qu'on est en train de faire, et qui finalement a devancé un peu toutes ces entreprises, et là on est en train de bâtir quelque chose d'extrêmement intéressant
au niveau de On va y revenir, effectivement. Mais j'avais encore quelques petites questions pour qu'on rentre un peu plus dans le concret, parce qu'on a parlé d'évaluer du capital naturel, du capital social. Comment est-ce qu'on comptabilise quelque chose qui paraît immatériel? Alors moi, j'ai du mal à imaginer quelque chose de concret derrière ce que vous êtes en train de dire. Donnez-moi des exemples de ce que ça peut être. Ben, encore une fois, ces sujets-là, c'est essayer autour d'un consensus, de présenter une situation à un moment donné. Donc quand on parle d'évaluer le capital humain, d'évaluer le capital environnemental, attention à la façon dont on le dit. Il ne s'agit bien évidemment pas d'aller donner un prix à un être humain. C'est ça, on n'évalue pas en euros le massage qu'on offre à son salarié. Enfin, on peut le quantifier. Le bien-être que ça apporte à son salarié, on ne va pas mettre des euros au bout. Non, c'est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus pragmatique. Encore une fois, nous, on a une position sur ces sujets-là très pragmatique. C'est aussi pour ça qu'on est ravis de partager ça avec TIPCO, et c'est ce qu'on a ressenti du côté de TIPCO, qui sont vraiment sur des choses très concrètes. C'est de voir comment on peut utiliser la comptabilité pour dire les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de rentrer dans un fantasme de calcul mathématique savant, non, c'est des choses simples, et je pense qu'on aura l'occasion de donner un exemple beaucoup plus concret avec TIPCO, mais on essaye de revisiter cette notion du capital et d'essayer d'injecter dans les comptes de l'entreprise, en gros, ce qu'elle doit suivre au quotidien pour préserver l'ensemble des capitaux de l'entreprise. Alors tout à l'heure, quand on a un petit peu préparé quand même, on n'est pas parti comme ça, Frédéric, je vous ai parlé du plus vieux métier du monde, voilà. C'est ça? Vous l'avez trouvé ou pas? Alors, je n'ose imaginer. Non, alors, moi, j'étais plus partie sur les crèches, mais quelle horreur! Frédéric, vous aviez parlé d'une présentation qui vous avait touché quand Hervé a parlé d'une crèche, pour faire comprendre, parce qu'à un moment, il faut qu'on comprenne ce que c'est que cette comptabilité en triple capital. Donc, je vous laisse l'expliquer, ou Hervé, ou comme vous voulez. Ben, en fait, c'était... Et pas le plus vieux métier du monde. Oui, parce qu'en plus, il y a des parallèles qui se font, crèche, métier. Non, mais la crèche pour sortir de... Je vais essayer de m'en sortir. Tout le monde vous attend, là. Non, mais on a travaillé avec une crèche parisienne, et ça a été l'une des premières expérimentations. C'est une méthode, un modèle qui évolue aussi en fonction des difficultés qu'on rencontre tout au long des expérimentations qu'on fait. On a travaillé avec une crèche parisienne, qui s'appelle BioCrèche, et donc ils nous ont demandé d'utiliser le modèle pour essayer de présenter à nos actionnaires. Ils étaient dans une phase ils voulaient vendre leur crèche à un repreneur. Ils me disent, voilà, comment on peut présenter tous les efforts qu'on a pu faire, parce qu'on s'appelle BioCrèche, on a fait énormément d'efforts, comment on peut traduire tout ça en comptabilité. Et puis, voilà, on a travaillé sur plusieurs sujets, enfin, les bâtiments. J'ai découvert à ce moment-là que l'un des sujets très très importants dans une crèche, c'était la qualité de l'air. Et puis l'alimentation, évidemment, des enfants. Donc, on a mis au bilan un capital naturel et un capital humain qu'on a valorisé sous forme de dette écologique. Parce que, enfin, là aussi, c'est une sorte de norme comptable, donc je ne vais pas rentrer dans la mécanique comptable, mais il y a plusieurs façons d'évaluer des choses, et là, on a pris l'angle évaluation de la dette écologique qui se réduit. Plus l'entreprise est vertueuse, moins il y a de dette. Donc c'est une autre façon de voir la performance de l'entreprise. On n'est pas rentré dans comment on valorise financièrement tel ou tel élément, mais on a pris l'approche dette, et effectivement les repreneurs ont vu, compte tenu des efforts effectués par la crèche, qu'il y avait du coup moins de dette écologique, parce qu'on a fait le pari que cette entreprise, plus elle est vertueuse, mieux elle sera vendue. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. D'accord. Effectivement, avoir une comptabilité en triple capital, on peut vendre mieux son entreprise aussi. Mais bon, c'est pas la finalité, on est d'accord. Frédéric, vous, c'est l'histoire de la crèche qui vous a séduit pour rentrer dans cette aventure. D'où ça part cette envie de... Ah non, je rentre pas dans votre débat sur la crèche, là, c'est un peu douteux. Donc moi, ce qui m'a inspiré, c'est pas du tout ça. On est, voilà 2 ans, un dimanche matin, il est 8h30, on est dans la région de la Touraine, il y a une petite brume,
et je me retrouve à me demander, je suis venu en atelier permaculture, il est quand même vachement tôt, et on est à la période de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a des tensions, et puis je vois une équipe avec des cheveux longs qui reviennent de faire un petit peu de culture et qui nous disent on va vous inspirer. 8h30 le dimanche matin, waouh, c'est un petit peu dur. Et puis cette personne, Maxime de Restaurant, commence à parler des fermes d'avenir en disant voilà, on a monté un modèle, on souhaite que l'humain soit bien, alors les agriculteurs seront payés 1900 € bruts par mois et hors de question que leur salaire soit variable. Tiens, je dis, c'est pas mal, 8h30 dimanche matin, j'arrive à comprendre. Et puis Maxime continue un petit peu, puis il dit, ben voilà, quand on va cultiver le sol, dans ces fermes d'avenir, on va prendre un sol qui est plutôt pauvre, parce qu'il n'a pas été forcément... on n'a pas bien pris soin de ce sol, et on va le transformer, ce sol, et on va en faire un sol riche. Et c'est complètement stupide, en France, on achète le sol au mètre carré, on ne l'achète pas à la richesse, pas des minéraux, mais à la richesse de ce qu'il va être capable de produire. Moi, je dis, ok, ça c'est bien sensé. Et à un moment, il nous affiche un petit slide en disant, j'ai trouvé comment valoriser l'ensemble de ces investissements-là pour rendre l'humain meilleur, pour rendre la planète meilleure, dans un bilan comptable. Moi, je ne suis pas comptable de formation. Oui, mais chef d'entreprise. Donc, j'ai bilan bien comptable, entendu, ça à parle. chaque fois qu'on parle de compta, c'est des choses pragmatiques, prouvables, démontrables, auditables. Donc là, j'ai écouté jusqu'au bout, et il y avait un petit message en bas, pour ça, vous voyez, Hervé, de Compta Durable, pour en savoir plus. Donc, toc toc, allô, allô Hervé, puis je me retrouve à Paris avec nos comptables, et puis je leur dis, voilà, l'histoire, je leur ai raconté, et puis vous allez rencontrer Hervé et son équipe, et vous allez regarder et écouter si ce qu'on vous raconte, ça vous semble plausible. On a des comptables qui sont vraiment des pros de la comptabilité, ils ont passé au grill Hervé et son équipe, et à la fin ils nous ont dit ouais, leur truc ça marche quoi, c'est absolument pas discutable dans les faits, on peut discuter des normes anglo-saxonnes et autres, voilà, mais c'est voilà, Oui, parce c'est qu'il y a absolument... plusieurs méthodes. Hein. Là, on va parler un moment de la méthode CARE, on va se cantonner à celle-là, mais apparemment il y a aussi plusieurs méthodes. Hein. Voilà, et donc quand on est revenu, on a dit ok, c'est complètement démontrable, la méthode fonctionne, et là on a décidé ok, on va tenter d'intégrer ça chez nous pour explorer le système. Alors j'ai envie de dire, on va encore mettre en place quelque chose de nouveau, parce que quand même chez TIPCO, il y a des actions RSE, il y a eu la certification ISO 26000, il y a eu le label Lucie, vous en voulez toujours plus. Donc, hop, on en remet encore une couche avec la comptabilité en triple capital. Oui, alors on se dit toujours, quand on a un sac à dos, il faut penser à en poser un petit peu de temps en temps sur le bord de la route pour être capable d'en prendre des nouveaux. En fin de compte, l'ensemble de ces certifications, on les voit chez TIPCO, chez nous, plutôt comme des guides, comme une rampe. Quand on monte un escalier, ça donne une trajectoire, ça donne un sens, ça donne un cap. Et puis une fois qu'on a réalisé le chemin, c'est pas d'être certifié tamponné, c'est pour l'expérimentation et l'histoire qu'on est venu poser. Donc à un moment, on s'est dit, cette comptabilité en triple capital, ok, on va aller la chercher, ce ne sera pas pour faire du plus, ce sera pour faire du mieux. Voilà, donc ça répond peut-être à la question, je ne sais pas s'il est toujours là, le cinéaste réalisateur qui voulait un témoignage pour l'aider à écrire son spectacle. Donc le toujours plus, non, on ne veut pas toujours plus, on veut toujours mieux. Et il ne faut pas qu'on oppose moins et mieux. C'est pas la question du plus ou du moins, c'est la question de réellement tenter de faire du mieux. Alors du chiffre d'affaires de mieux, de la rentabilité du mieux, de l'humain mieux et de l'environnement mieux, ça reste à le prouver, à démontrer ce qu'on va discuter. C'est une complète vision, une vision complètement différente de faire des affaires en fait. Le concept de valeur ajoutée, de profit, de rentabilité, il est complètement remis en question avec cette comptabilité. Pas remis en question, mais revisité. Encore une fois, je reviens à cette notion de capital. Ce qu'on gère dans un bilan, dans une comptabilité, c'est prendre soin du capital. Et donc, c'est d'abord de revisiter cette notion du capital, de l'élargir, comme tu viens de le dire. Et puis, automatiquement, on s'occupe d'autres sujets que le financier. Donc, si vous dites que ce qui est capital, donc ce qui est principal, ce qui est important dans une entreprise, bien sûr, c'est la finance, mais c'est aussi d'autres éléments, les sols, l'air, la biodiversité, un certain nombre de sujets. Le comptable va vous demander de justifier dans quelle mesure ces éléments sont suivis, préservés. Et donc, tout ce qui a été fait, ce qui a été cité, les normes, etc., c'est un préalable. Donc, la comptabilité ne vient que valider avec des éléments de preuve, parce que tout ce qu'on fait est opposable, on est expert comptable, donc il faut justifier
que vous êtes vraiment dans une trajectoire, dans une dynamique où vous pouvez prouver que vous préservez ces autres capitaux. Donc c'est très important de revisiter cette notion-là et donc de revisiter également le concept de profit. Voilà, le profit n'est plus tout à fait le même, puisque généralement, les comptables, quand on parle, on dit, voilà, vous devez distribuer le reste du profit une fois que vous avez préservé l'ensemble des capitaux. Donc c'est la même chose, donc il faut avoir préservé l'ensemble des capitaux, et naturels et humains, pour que le concept de profit et de distribution du restant, du surprofit, comme on pourrait dire, puisse être valable. Alors, j'ai envie de passer tout de suite à Hélène, qui est responsable RSE chez TIBCO. Là, on parle de concret, des experts comptables qui vont regarder et mettre des lignes. Comment ça se passe concrètement quand on anime des équipes RSE sur le terrain et quand on est dans le concret? Vous avez fait quoi, vous, chez TIBCO? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels critères vous avez choisis? Parce qu'on choisit un petit peu les critères qu'on souhaite évaluer. Voilà, concrètement, vous êtes parti sur quoi? Alors il y a plusieurs questions. La première question, c'est avec qui on a travaillé, et, comment on a mis en œuvre. Comment, ouais. Et ça s'inscrit dans une histoire. Donc on avait déjà fait un travail sur la labellisation Lucie, donc on avait déjà été visiter plein de questions qui sont celles de l'ISO 26000. Donc il y a déjà beaucoup de chantiers qu'on avait mis en œuvre. Beaucoup de chantiers, donc c'est pas épuisant de repartir, parce que voilà, il y a des équipes sur le terrain, et puis il y a une nouvelle idée qui arrive, et puis il faut y aller. Donc je l'ai épuisé. Non. Non, c'est super motivant. De toute façon, tu es obligé de bien répondre, sinon tu es licencié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai peur. Non, on est lancé dans une dynamique et ça revient mettre du carburant dans la dynamique, donc c'est chouette. Et puis c'est objectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient dire, on se met des objectifs, on y va et on met en mouvement les équipes. C'est ce qu'on a réussi à faire à travers Lucie. Et j'ai presque envie de dire que la labellisation Lucie, même si c'était une décision de direction à un moment donné, on est surtout allé chercher les équipes, parce qu'on l'a fait de manière très collaborative avec les équipes. Et donc dans tous les ateliers qu'on a menés, on est allé chercher les avis, les évaluations qui étaient faites par ceux qui faisaient, par les parties prenantes des collaborateurs, les salariés, les clients. Et donc c'est ça qu'on a remonté, et c'est à partir de ça qu'on a pris les décisions des chantiers qu'on voulait mener. Et ce que je trouve intéressant là dans le chantier triple comptabilité ou comptabilité durable, on l'appelle avec votre marque maintenant, c'est CARE, c'est qu'on a fait un gros travail en amont avec la direction. Voilà. Et donc on a repris le temps. Parce qu'à un moment la direction a décroché en fait. Non, c'est devenu le petit. Ils sont laissés entraîner. La mission des salariés à un moment, et vous avez lâché l'affaire au niveau de la direction. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout, mais voilà, après c'était pris en main par ceux qui faisaient, donc c'est bien. Ouais. Il y a toujours un œil bienveillant, et s'il n'y avait pas d'énergie libérée pour le faire, ça ne se ferait pas. Donc, mais là c'est bien parce qu'on a repensé ensemble ce qu'on jugeait être prioritaire, essentiel, et ça nous aide à repenser notre modèle, voilà, et tous ensemble, et de prendre le temps autour des ateliers qu'anime Hervé avec les experts qui viennent nous aider à repenser les choses positivement. Ça nous fait repenser notre modèle, et donc ça nous remet dans une dynamique qui va aller mieux, plus loin, plus fort, je vais dire, voilà. Et ça c'est positif déjà. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est qu'effectivement on a dit on va faire des choses concrètes, pragmatiques. Donc on avait déjà lancé pas mal de choses, on calcule déjà pas mal de choses. Donc finalement l'effort il est pas la marche est pas si haute. Voilà. Donc on sait que nos enjeux majeurs aujourd'hui, on a une flotte de 650 véhicules pour délivrer nos services de proximité. Ça émet du CO2 aujourd'hui. Voilà. Et un de nos enjeux majeurs par rapport à l'environnement, c'est ça. On abîme l'atmosphère, on a une dette par rapport au capital d'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour réduire cette dette? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a plein d'actions en place. Tout à l'heure Nicolas vous en a cité quelques-unes à travers notre offre de maintenance, et notamment le fait de décider d'aller vers une flotte de plus en plus électrique. Donc il y a une décision de direction qui était importante. On a déjà expérimenté des choses, on a une trentaine de véhicules électriques déjà dans le parc, et pour lesquels on a mis en place des bornes. Donc tout ça c'est des investissements, c'est inscrit dans notre bilan comptable, on a des factures en face. Donc on va pouvoir les inscrire en face de notre dette écologique. Voilà.
Donc voilà, c'est hyper pragmatique. On a décidé de se concentrer sur cet indicateur-là en premier par rapport à l'aspect dette environnementale, parce qu'on sait qu'on sait le mesurer, on sait qu'il est engageant pour nous et que c'est quelque chose qui va nous aider à modifier notre modèle de production, voilà, et donc à être plus vertueux. Voilà, donc il est essentiel, on y va. Ça, c'est le premier critère. Après, vous êtes parti sur 2 autres critères aussi. Donc... Alors après, par rapport au capital humain, on est prestataire de services. Donc avant tout, ceux qui produisent les services, ce sont les teams, ce sont des êtres humains. Et on a choisi 2 axes. L'axe santé. Et dans la santé, on a choisi d'en regarder 2 de plus près. Les aspects sécurité. Alors c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis longtemps, la gestion de la sécurité. Il y a déjà des indicateurs qui sont courants, voilà, donc on va rester sur cela. Et ceux qui nous ont pris un peu plus de matière grise, c'est la santé psychologique. Comment on la mesure, on mesure ça. Voilà. Et c'est quoi le capital? Dans quel état on doit sortir par rapport à l'état dans lequel on est rentré? Voilà. Et donc là, on a eu des éclairages très éclairants et très concrets aussi d'un chercheur à l'IAE de Poitiers qui nous a dit on a fait des études et il y a des référentiels qui existent. Il y a des référentiels métiers, des référentiels secteurs, et vous allez pouvoir vous comparer. Si vous posez les mêmes questions que celles qui sont posées aux collaborateurs des entreprises du même secteur, vous allez pouvoir vous évaluer en fait et dire ok, est-ce que vous êtes Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Aujourd'hui, on a un indicateur de climat social qui est un des moyens d'évaluer si les gens se sentent bien ou sont en pression ou pas pression. Voilà. Anonyme ou pas. Voilà. Et donc on va utiliser la méthode préconisée par, je n'ai oublié son nom, par Jean-Christophe, pour revisiter de nouveaux questionnaires et évaluer notre capital. Et en face, on va mesurer toutes les actions que l'on fait et qui sont chiffrées aussi dans nos comptes. Quand on fait de la formation à l'écoute, la communication non violente, à l'écoute active, ça fait partie du bien-être. Quand on délivre, tu parlais des massages tout à l'heure, on a on a des factures de nos prestataires en face, on sait le mesurer. Voilà. Et d'autres choses qu'on a dans les comptes, et tout ça c'est très concret en fait. D'accord. Et tout à l'heure, Nicolas Rampillon a parlé d'un tourbillon, d'une synergie. Ça avait l'air d'être complètement... on parlait du diable de Tasmanie. Du dessin animé, la chose. C'est ça en fait, c'est comment on mobilise les équipes, parce qu'effectivement, là, on leur demande encore d'évaluer des choses. Vous avez les équipes RH, achat et compta, forcément, gestion, qui sont impliquées. Le premier bilan sort au 31 décembre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on entraîne tout ce petit monde-là? Alors, en fin de compte, quand Hélène vous a parlé, vous a témoigné ça, je nous imaginais, quand on était dans les salles, dans les ateliers, et puis je vous imaginais essayer d'imaginer ce que ça pouvait être. Et pourtant, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui peut faire la différence quand on a cette démarche d'aller chercher la sincérité de « j'ai besoin d'une trace concrète et authentique des actions qu'on fait pour la planète et pour l'humain ». C'est à ce moment-là que ça se passe. Quand on est dans cette salle, qu'on a des chercheurs en face de nous, qui ne sont pas payés par nous, qui ne sont pas à notre botte de quoi que ce soit, on ne peut pas leur raconter des bobards. Eux viennent nous dire « ça, votre truc, c'est non ». La norme, l'état de l'art dans ce domaine, c'est ça. On n'adhère pas. Mais à partir du moment où on dit oui, c'est ça qui va aller chercher l'authenticité. Et c'est ce qui va être très différent d'un simple rapport RSE où on passe toutes les couches de marketing, de tout ce qu'on veut là-dessus pour dire on est tous les plus beaux, les plus roses, de la sincérité. C'est à ce moment-là que ça se passe. Extra-financiers aussi dans les entreprises, on en parlait tout à l'heure. Et à partir du moment où là ça se passe, on prend conscience que c'est aussi ce qui engage les collaborateurs. C'est quand ils sentent que la démarche dans l'entreprise, du management, de la direction est sincère et authentique, non pas pour mieux vendre une entreprise ou quoi que ce soit, mais pour valoriser l'ensemble des capitaux. Quand on a des capitaux humains qu'on se dit on les dégrade, on les maintient ou on les développe, on peut pas avoir de la langue de bois. Voilà, il y a des collaborateurs qui sont désabusés par la RSE. Concrets. Et donc notre indicateur, c'est dans leur motivation, c'est si notre truc est sincère et qu'ils y croient, ils en trouvent la motivation et derrière ça déroule. Donc c'est un cercle vertueux aussi. Là. Et là ça déroule plutôt très bien. Petite question un peu piquante. Est-ce que c'est pas encore
du greenwashing, tout ça. Est-ce qu'on n'est pas encore en train d'inventer un droit à polluer? On entend pas mal parler de ça, des quotas d'émissions de CO2, des certificats d'énergie. Enfin, il y a un adjectif qui est dit, Sincérité. Voilà, on n'y va pas parce qu'on est forcé, on y va parce qu'on a envie d'expérimenter, on a envie de montrer, on a envie de s'améliorer. Donc pour moi, ça ne peut pas être du greenwashing. De toute façon, si ça en était, je pense que les commissaires aux comptes ou les comptables qui viennent vérifier et on ne fait qu'afficher ce qui est vrai, on ne fait qu'afficher ce qui est dans nos comptes. Donc si ça n'y est pas, ça ne sera pas affiché. Donc pour moi, c'est pas du greenwashing. Alors, quand on a besoin d'indicateurs de sincérité dans l'entreprise... ça existe? Oui. C'est pas nous qui le sortons, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Donc soit on les écoute, soit on les écoute pas, mais eux savent si la boîte est sincère ou pas. C'est pas auprès des clients, des cabinets extérieurs qu'on va chercher ça. Et quand on engage les collaborateurs et que l'on voit si ça prend ou pas, on a l'indicateur d'authenticité, de sincérité et donc de non-greenwashing. Et la deuxième chose, c'est la première fois là qu'on se fait ce petit film là avant et on s'est dit est-ce qu'on témoigne oui non, parce qu'on est encore en état d'expérimentation, on n'a pas été jusqu'au bout et quel est le risque d'expérimenter pour se dire encore oui on peut être accusé de ça ou pas. Et quand c'est les collaborateurs encore une fois de l'entreprise qui parlent de cette démarche là, en fin de compte il n'y a aucun risque à en parler. Juste un complément, quand j'ai créé Compta Durable en 2011, je me suis posé cette question de est-ce que je reste, parce qu'on avait la possibilité, il y a eu des changements de réglementation où on pouvait détenir des sociétés non inscrites à l'ordre des experts comptables, parce que là on est quand même contrôlé, on est une profession réglementée. Donc j'ai décidé de la garder, même si ça a été difficile, hein. C'est un modèle qui n'est pas facile, hein, même financièrement, on a beaucoup souffert, parce qu'on était quand même dans quelque chose d'extrêmement innovant, avec de la recherche qu'on finançait. Donc sur l'aspect greenwashing, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on intervient dans les entreprises, l'exemple, j'intervenais hier dans une grande entreprise, et donc ils vont dérouler plein de sujets RSE. Alors c'est des entreprises où il y a 300 pages d'histoire de la RSE, etc. Donc nous, on fait un travail très simple, c'est-à-dire qu'on prend les sujets, les enjeux qu'ils ont définis, et puis on lance ce qu'on a fait avec TIPCO. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ça sert? Ça va où? Le sens. On est sur le sens. Démontrez-moi, justifiez-moi, et on les pousse dans leur retranchement, et on finit par réduire les sujets. Vous n'êtes plus sur les sujets, parce qu'on raconte plein d'histoires, on revient à l'essentiel. C'est ce qu'on leur dit, attention, on va impacter vos comptes. Donc on n'est pas là pour embellir, dites-nous les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, justement, c'est un outil, la comptabilité pour moi est par excellence un outil anti-greenwashing. Parce que là, vous avez un professionnel en face, il a besoin de savoir, de justifier ce que vous lui dites. D'accord, donc c'est vous qui faites l'avocat du diable et c'est vous qui allez chercher les petites choses, là, à gratter, jusqu'à voir l'essentiel et la sincérité de la démarche. C'est votre boulot. On essaye. En tout cas, le consensus, l'état de l'art. On n'a pas la comptabilité ne donne pas non plus une vérité absolue. C'est à un moment donné un consensus, une validation par les tiers, les salariés qui sont concernés par le capital humain ou l'environnement. On va demander un TIPCO par exemple, ils sont un peu moins concernés, même si on a beaucoup parlé du CO2, mais il y a des entreprises, on leur a dit sur la biodiversité, non, on n'a pas besoin, c'est pas à vous de nous dire. Dites-nous, les experts de la biodiversité, c'est à eux de nous dire l'état de l'art, et nous, on va traduire ça dans les comptes. Très bien. Juste, je pose une dernière question et après on fait un échange avec la salle, c'est ça? Encore une petite question qui pique, excusez-moi. Mais donc on est d'accord que c'est pour toutes les entreprises, TPE, PME, grands comptes, cette comptabilité en triple capital. Est-ce que les entreprises qui se lancent dans cette aventure, c'est pas des entreprises qui vont bien financièrement, puis c'est un petit luxe qu'elles se payent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, même si on est dans une période un petit peu où on n'a pas de vision, on ne sait pas trop Ben, là aussi, c'est l'approche qu'on a eue. Encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Ne croyez pas qu'on a eu un cheminement. On n'est pas arrivé avec un outil à la mode et puis ça y est, on lance la compta à 3K et puis on fait du buzz autour de ça. Ça a été extrêmement compliqué, justement parce qu'on dit aux entreprises pas forcément ce qu'elles ont envie d'entendre. Et effectivement, pour une PME, oui, c'est compliqué de lui dire, ben là, on va commencer à mesurer des choses que vous n'aviez pas auparavant, mais progressivement, on chemine vers une compréhension de ces enjeux-là, parce que
Il y a quand même le vase communicant entre les grandes et les petites, les grandes qui demandent aux petites d'être plus responsables, et tout ça descend, et tout le monde a envie de justifier. Et puis, il y a quand même une carotte. Nous, on a été financé, on est suivi actuellement par l'ADEME, je crois, j'ai entendu parler d'un partenariat avec l'ADEME. L'ADEME a vu dans ce modèle, oui, nous, on a besoin de financer des transitions. Donc, comment on est sûr que l'entreprise est dans une réelle transition et comment on justifie? Et là, on est sur du Donc, ce tangible. type de modèle permet d'éclairer et l'ADEME pourra plus facilement apporter des financements. Donc les enjeux, ils sont réels derrière. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je ne sais pas si c'est moi qui descends avec le micro ou s'il y a quelqu'un dans la salle avec un micro. C'est pas. Merci. Très chaleureux remerciements pour ce retour d'expérience. Et au niveau de la région, on réfléchit justement à cette problématique des entreprises en transition sur le sujet de j'y vais, mais est-ce que demain, le fait d'y aller, je vais toujours être bankable? Est-ce que mon scoring assurantiel va en souffrir? Et j'aimerais que vous me répondiez à cette question par rapport à cette triple comptabilité. Est-ce qu'elle vous amène un scoring différent de la part de vos banques et de vos assurances? Alors ça, c'est une question très intéressante. On a une collaboration en cours avec la Société française des analyses financières, l'ASFA. Ils nous ont dit, c'est très intéressant parce que nous, on analyse des sociétés au quotidien, on donne des scores, etc. Et puis, on nous dit de plus en plus l'environnement, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux dans ces analyses-là. Y compris d'ailleurs la Banque de France, je crois que c'est dans cette région que la Banque de France a fait une expérimentation sur le scoring des PME en utilisant des critères RSE. Et là, il y a quand même une appétence de ces acteurs-là. Nous, on va démarrer une expérimentation avec BPCE qui veulent justement avoir un pool de PME pour dire, voilà, comment on essaie de travailler sur ce scoring des entreprises en intégrant ces enjeux. Donc, plus l'entreprise est vertueuse, logiquement, elle a un meilleur score. Et les analyses financières l'ont bien compris, ce qui manquait jusqu'à présent pour faciliter ces analyses, ces scorings des entreprises. Justement, on a voulu aller trop vite. On a demandé aux entreprises de faire plein de reporting. Alors, on parle de reporting. Et on n'a pas créé l'information financière à la base. Donc, c'est la comptabilité qui sert à ça. Toutes les analyses qu'on fait aujourd'hui, généralement, les éléments sortent d'abord de la comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité générale. Et donc, c'est cette comptabilité générale qui doit évoluer, c'est ce qu'on essaye de faire, pour permettre à ces acteurs-là de mieux noter, avec des indicateurs fiables, les entreprises et les scorer pour les permettre d'être plus bankable comme Peut-être la même réponse de notre côté quand on s'est posé cette question. Dans une entreprise de services numériques, si on voulait maximiser ce que vaut l'entreprise, on se devrait d'investir à fond dans l'intelligence artificielle et pas autre chose. C'est ce qui promet des multiples de ventes potentielles de façon énorme. C'est plutôt un chemin complémentaire qui est de se dire qu'est-ce qui va apporter la meilleure pérennité. En se disant la meilleure façon de préparer l'avenir, quoi que soit l'avenir, c'est d'avoir quelque chose sur lequel on est raccord avec l'environnement, raccord avec la nature et l'humain, et raccord avec la finance. Et après, que deviendra le monde dans 10 ans? On sera préparé en tout cas. En tout cas, c'est la façon dont on l'appréhendait. Bonjour, Vincent Roux, président de Réseau Entreprendre Atlantique. Déjà, je vais réagir sur la première question. J'espère bien que ces entreprises ne seront pas bankable si elles ne font pas l'effort de préserver notre avenir. Donc, c'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième question, c'est comment ça s'incrémente dans les comptes? Parce que j'imagine que ce n'est pas de la littérature qu'on met dans le bilan comptable, et donc ça doit bien se traduire peut-être en euros. Et comment, en euros, on traduit la pollution de l'air versus l'amélioration de nos émissions de CO2 sur les voitures, etc. Voilà. Donc, pardon d'être basique. On a fait le choix, si vous me permettez de répondre,
On a fait le choix, effectivement, de ne pas rentrer dans la technique comptable, mais ce qu'il faut retenir, grosso modo, sur cette histoire de valorisation en euros. Alors, je vous rassure, la comptabilité CARE, la finalité, c'est l'euro. Donc, ce qu'il y a dans les comptes, ce sont des euros dans les 3 capitaux, tout est traduit en euros. Il y a 2 façons de faire, et CARE se positionne dans l'une de ces façons de faire. Une première façon de faire qui est effectivement de valoriser ces impacts-là par rapport à une logique de marché. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans notre jargon une valorisation au prix du marché, les Anglais disent fair value, où effectivement on va regarder ces impacts en disant, par exemple, le CO2, vous avez dû entendre parler du prix du CO2 sur un marché, voilà, et ils essayent de traduire ces impacts-là. Donc vous avez une quantité de CO2 émise, les équivalents CO2, et que vous multipliez par un prix. Bon, une façon de faire. Nous, donc ça, c'est une première catégorie de normes comptables qui travaille justement sur cette forme-là, en mesurant des choses par rapport à un potentiel ou par rapport à une valeur de marché. Il y a une autre catégorie où là, on est plutôt dans la gestion d'un patrimoine. Donc quand vous gérez un patrimoine, vous regardez concrètement comment se porte ce patrimoine. Donc CARE a pris cette partie-là de la comptabilité, en disant, mais voilà, et comment on arrive à l'euro dans le modèle CARE? C'est-à-dire qu'on pose la question de, voilà, est-ce que je suis en mesure de mesurer l'état du patrimoine? Donc le patrimoine bancaire, bien sûr, c'est le patrimoine financier. Évidemment, l'entrepreneur a mis 100 millions d'euros dans l'entreprise, il a besoin que ce million d'euros soit préservé. Et puis il y a d'autres patrimoines où on dit, voilà, autour de l'entreprise, quel est le périmètre de responsabilité de l'entreprise au niveau environnement et au niveau capital humain. Quelqu'un qui vient travailler dans l'entreprise a besoin, à minima, que vous préserviez son intégrité physique et psychique. Donc, du coup, CARE va poser la question, comment on justifie que ce patrimoine, ces 3 catégories de patrimoine sont préservées? S'ils ne sont pas préservés, ben là, on donne une valeur, c'est-à-dire qu'on donne un coût de préservation de ce patrimoine, comme une dette que vous devez à la personne qui détient le capital. Ce que je n'ai peut-être pas précisé dans le modèle CARE, c'est-à-dire qu'on fait venir d'autres acteurs dans l'entreprise. Ce n'est plus uniquement l'actionnaire à qui vous rendez compte, vous rendez compte à d'autres parties prenantes qui vont représenter l'environnement d'un côté et les salariés, le capital humain de l'autre. Donc, si vous leur devez quelque chose, c'est-à-dire que si vous dégradez leur patrimoine, ça veut dire quelque part que vous leur devez de l'argent. Donc c'est cette dette qu'on met au bilan. Au même titre que quand l'entrepreneur vient vous mettre 1 million d'euros, vous lui devez à minima cet argent. Voilà, donc c'est une norme comptable. J'ai vu qu'il y avait des confrères dans la salle. C'est 2 façons de faire. Et on a pensé que la façon de valoriser sous forme de dette écologique était la plus pertinente dans un premier temps. Ça n'empêche pas après, ensuite, de valoriser son entreprise. Mais là, on est dans une logique de marché. Mais une fois que vous avez fait ce travail de préservation du patrimoine dans sa globalité. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est pas facile comme ça, mais on peut parler de technique comptable si vous voulez, mais c'est peut-être un peu plus... Bonsoir. Voilà. Par rapport à l'intérêt de la chose en communication interne et pour emporter les équipes sur le sujet, je trouve ça passionnant. Par rapport aux aspects financiers et autres, vous avez parlé de la Banque de France, je crois qu'eux, ils utilisaient déjà la comptabilité classique avec un score RSE qui est basé uniquement sur la comptabilité classique. Mais justement, l'idée de la comptabilité, c'est de pouvoir comparer des engagements les uns par rapport aux autres, donc avoir des normes. Et là, dans ce que vous présentez, il y a éventuellement un petit souci qui peut être, si j'ai une vision à 20 ans ou à 10 ans, je ne vais pas évaluer ma dette ou mon capital humain ou environnemental de la même manière, donc je peux afficher un capital complètement différent pour une même activité d'une entreprise à l'autre. Et puis il y a un autre élément que je viens d'entendre, oui, il y a le côté très factuel, j'ai dépensé de l'argent pour préserver mon capital et la facture fait preuve de mon engagement. On peut déraper assez rapidement là-dessus en augmentant le prix des factures. Bon, si vous me payez un massage de 2 millions d'euros, ça ne veut pas forcément dire que mon capital humain va être préservé de 2 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment est-ce que vous abordez, ou comment chez Tipco vous avez contourné ou voilà, étudié le système pour que ce soit viable? Alors, d'abord, encore une fois,
quand vous dites, sur votre première remarque, qui est de dire que la comparabilité entre plusieurs entreprises sur la façon de faire. Nous, on a pris le pari de dire, et c'est aussi ça la comptabilité, on montre la réalité de l'entreprise par rapport à son environnement. Vouloir tout axer sur la comparabilité, alors, ce qui est extra-comparable, en réalité, c'est comment se porte l'entreprise une fois qu'on a injecté l'ensemble des coûts environnementaux et sociaux si l'entreprise, si l'activité dégrade. Mais l'idée derrière, c'était pour revenir sur l'aspect assurance et financier. Oui. Les acteurs de l'assurance ou les acteurs de la finance, quand ils vous regardent, ils ont besoin d'avoir des étalons et, oui. et une manière de comparer. Donc, après... Oui. Ah ben oui, mais ça c'est évident. Derrière ça, il y a quand même... Enfin, faut pas voir... Là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas voir que l'aboutissement, l'euro qui sort. Derrière l'euro, il y a des agrégats. Il y a des mesures, et on va même beaucoup plus loin que la plupart des référentiels qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est expert comptable, on veut un justificatif. Et qui dit justificatif, quand on parlait de santé par exemple, il faut savoir l'apprécier, et on commence à dire à TIPCO, il faut travailler avec des médecins spécialisés pour à un moment donné faire un inventaire de l'état de santé physique et psychique des salariés. Ça va quand même loin. Donc vous pouvez... Il ne s'agit pas de dire oui, on a besoin d'un référentiel pour comparer. Il faut surtout être soucieux de la réalité de ce qui se passe. Et en utilisant l'état de l'art, on ne sait pas tout. On n'a pas la vérité absolue. La comptabilité n'a jamais traduit la vérité absolue. Donc à un moment donné, c'est de dire, ben voilà, jusqu'où on pousse la vérité. Voilà, on va faire un début, un commencement de vérité pour expliquer aux entreprises où elles en sont. C'est ça qui doit nous guider. Et pas uniquement la comparabilité qui de toute façon va se faire naturellement. Alors à la question très intéressante que vous posiez, le massage à 2 millions d'euros, bien embaucher le commercial qui a réussi à le vendre, parce que c'est quand même pas mal. C'est un débat qu'on a eu dans l'entreprise et qui est un débat très très rapide. Comment vous allez nous démontrer que votre truc c'est sincère et qu'il n'y a pas des choses comme ça? Et en fin de compte, on a trouvé une solution assez simple, c'est quand on l'ouvre à l'ensemble des collaborateurs et que c'est eux derrière qui vont en témoigner. C'est-à-dire que quasiment notre témoignage, mon témoignage, il vaut mieux que ce soit Hélène, il vaut mieux que ce soit des collaborateurs de l'entreprise parce qu'eux vont avoir le parler vrai. Et le massage à 2 millions d'euros, il ne va pas tenir 24 heures dans la boîte sans que ça se sache et que quand ça fasse écrouler complètement le château de cartes. Et dès qu'on rentre dans ces méthodes de comptabilité en triple capital, il y a tellement de parties prenantes qu'on fait travailler dans l'entreprise, c'est que si votre démarche en tant que leader, elle n'est pas sincère, il vaut mieux pas la faire parce que de toute façon, ça va être cramé. Donc on est condamné sur le fond, de façon bienveillante, à ce que ce soit juste et sincère, à l'erreur près, parce qu'on peut tous expérimenter des choses, et puis à un moment, pas réussir à faire quelque chose. Et cette démarche, elle a surtout une vertu explicative, en fait, avec on appelle ça les parties prenantes, mais que ce soit les collaborateurs, quelle que soit leur implication dans l'entreprise, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, à un moment donné, on explique ce qu'on fait, on donne à voir, on n'était pas obligé, on expérimente de dire on donne à voir, donc c'est bien pour faire les choses proprement en fait. Voilà. Et puis les 2 millions d'euros, si on les enlève du résultat, on les enlève aussi de la participation et je pense que les collaborateurs ils vont pas aimer. Oui, ça interroge aussi la notion de transparence vis-à-vis de ses salariés et de ses collaborateurs. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Oui. Merci. Oui, on parle ici de démarche volontaire des entreprises. Est-ce que, à plus ou moins court terme, moyen terme, c'est quelque chose qui aura un intérêt à être généralisé par la norme, par le pouvoir réglementaire? Alors, comment vous dire? Oui, non, mais c'est sûr, je ne demande que ça. Mais non, mais attention, parce que j'ai organisé un colloque à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a quelques personnes ici qui étaient présentes, à l'Assemblée nationale, 2 députés, qui à la fin annoncent, oui, on va monter un groupe de travail, puis on va normaliser tout ça très très vite. Bon, en France, on aime aller vite sur la normalisation. Moi, je ne suis pas forcément partisan d'une normalisation trop rapide. C'est-à-dire que laisser le temps de la comptabilité. Quand je parlais du plus vieux métier du monde, merci, ça me permet de me rattraper. Je parlais bien sûr de la comptabilité. 3000 ans avant notre ère, en Irak. Donc, c'est pas ce à quoi tout le monde pensait, évidemment. Donc
je ne dis pas qu'on a le temps, sûr qu'il faut pousser les entreprises à expérimenter, il faut avoir, si réglementation, on devait mettre en place une réglementation, il faut qu'elle soit incitative, il faut encourager. Et de toute façon, vous avez raison, il faudra arriver à une normalisation, ne serait-ce que, ce que disait tout à l'heure la personne qui m'a interrogé, pour avoir un minimum de consensus partagé par les entreprises pour permettre cette comparabilité. Juste un point sur cette conférence à l'Assemblée nationale. J'ai quand même été convoqué, je pèse mes mots, par le MEDEF quelques jours après pour me demander ce que j'avais l'intention, ce que je faisais avec les députés, ce que je cherchais à faire, voilà, pour un peu calmer mes ardeurs. Je les ai rassurés que j'étais tout à fait calme et que voilà, je n'avais pas forcément l'intention d'aller contre les entreprises. Ça, rien. Avant de parler de normalisation, et ce sera le dernier point, juste comment est-ce qu'on peut accélérer la chose? Alors, est-ce que vous êtes optimiste, vous, sur la mise en place de cette comptabilité en triple capital Tipco, est-ce que ça va faire des petits, là, dans Rupture? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont s'investir? Vous étiez nombreux à l'atelier du mois de juillet. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à s'investir maintenant dans cette nouvelle étape? Et puis, comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça? Oui, alors je veux bien juste rebondir sur le terme d'accélérer, puisque je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Et si vous voulez vous planter, vous tentez d'accélérer. Voilà, parce que c'est la meilleure façon pour être capable d'éviter les obstacles. Au contraire, dans tout ce qui est inspirant à travers Rupture, dans tout ce que l'on prend comme démarche, qu'on doit s'inspirer autour de la nature a des temps. Ça ne veut pas dire que c'est des temps rapides ou des temps courts, il y a des saisons, il y a des années, mais on ne fait pas grandir une carotte en lui tirant dessus. Il faut arrêter de vouloir accélérer constamment, vouloir aller plus vite. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Et des transformations de ce type-là, c'est des transformations humaines. La comptabilité en triple capital, c'est 3-4 ans de boulot dans une entreprise pour que ça voie le bout. Il ne va pas falloir tenter d'accélérer dans des places. Par contre, expérimentez, lâchez-vous, testez, et puis comme ça, vous aurez votre point de vue. Et puis... Dans des places, le titre de l'atelier, l'enjeu, c'est pas tellement la triple comptabilité ou la comptabilité triple capital, c'est d'agir et de faire et de s'améliorer. Merci pour... Non, justement, non, mais tu as entièrement raison. Mon expérience personnelle en témoigne. Encore une fois, on a été créé en 2011. Et avant de réaliser les premiers chiffres d'affaires, on a dû attendre pratiquement 7 ou 8 ans. Donc voilà, ça a été extrêmement lourd. Même personnellement, j'en ai souffert. Voilà. Donc ça ne s'appelle pas une accélération. Et puis avec les entreprises, voilà, il faut, je le répète, la comptabilité est un outil politique. Vous avez souvent des débats, et même dans la comptabilité classique, ces débats sont encore très vifs. Voilà, des combats sur quelle norme appliquer, quelle orientation donner, etc. Puis la fiscalité derrière, etc. Donc ça prend du temps, c'est pas. Mais ce que je sais et ce que je vois, c'est que tout ça se structure. Quand l'autorité des normes comptables est quasiment là à toutes nos réunions, à toutes nos manifestations, c'est un signal. Les experts comptables, j'en ai vu plusieurs dans la salle, commencent à se mobiliser. Et puis prenons le temps de façon apaisée, parce que autour de ces sujets, il y a souvent beaucoup de tension, beaucoup de passion. Donc voilà, on est tous responsables, il y a des entrepreneurs dans la salle, prenons le temps, et on a aussi l'urgence climatique certes, mais prenons le temps de bien faire les choses. Mais ce dont je suis convaincu par contre, c'est que c'est un outil extrêmement puissant pour transformer les choses. Ce sera le mot de la fin, merci à vous.